À Varennes, l'infortuné Louis XVI mettait le pied sur le premier degré de l'échafaud. Alexandre Dumas. « 2000 ans d'histoire. Il est 7 heures du matin, le 21 juin 1791, lorsqu'en entrant dans la chambre du roi, le valet de Louis XVI s'aperçoit que le lit de son maître est vide. La nouvelle se répand aussitôt dans tout le palais des Tuileries, où l'on découvre aussi que la reine, ses enfants, la sœur du roi et son frère, le futur Louis XVIII, ont disparu. Toute la famille royale s'est envolée vers une destination inconnue. À 11 heures du soir, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, fuyant le château des Tuileries, d'où il ne pouvait pratiquement plus sortir, Louis XVI était parti à Montmédy rejoindre l'armée du marquis de Bouillé. Mais il n'y est jamais arrivé. Reconnu par le maître de poste de Sainte-Menou, Jean-Baptiste Drouet, Louis XVI était arrêté dans un petit village de l'Argonne, dont tout le monde connaît aujourd'hui le nom. C'était à Varennes, à 23 heures, le 21 juin 1791, à la fin d'une journée qui a bouleversé l'histoire de la France et de la Révolution. Le roi est ici en fuite. Une berline arrive, avec la famille royale qui est en route pour être congélée. Allez, venez m'aider. Moi, Drouet, vous affirme que l'homme que nous avons devant nous n'est autre que le roi Louis XVI. C'est le roi. Eh bien oui, je suis votre roi. Voilà la reine. Et ma famille. Je viens vivre parmi vous dans le sein de mes enfants que je n'abandonne pas. Non. Vous fuyez à l'étranger. Je suis le père de la nation. Je vais simplement à Montmédy. Et ne vous permets pas de m'accuser d'abandonner mon pays. Placés au milieu des baïonnettes, nous ne pouvions rester à Paris sans risquer d'y mourir, ma famille et moi. C'est le roi. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'extrait d'un téléfilm, L'évasion de Louis XVI, qui sera diffusé ce soir sur France 2 et dont vous avez été le conseiller historique. Le deuxième téléfilm d'une série de France 2 intitulée « Ce jour-là, tout a changé ». Et c'est vrai que le 21 juin 1791, c'est une des journées les plus importantes de l'histoire de la France, même si elle est moins connue que le 14 juillet. Mais contrairement à ce qu'on dit parfois à tort, ce n'est pas le jour de la prise de la Bastille que la République a été proclamée. C'est 2 ans plus tard, lorsqu'après ce fameux 21 juin, on commence sérieusement à penser à une République. Jusque-là, on l'oublie souvent, la France était encore une monarchie. Elle l'est restée pendant 2 ans. Tout à fait. C'est une date très importante. C'est un tournant de l'histoire de la Révolution. Vous savez, il y a eu plusieurs tournants. Bien sûr, la réunion des États généraux, le 5 mai 89, le 14 juillet, vous le rappeliez, 89, la prise de la Bastille, le 14 juillet 90, la fête de la Fédération. Mais à ce moment-là, en effet, la France est monarchiste. Simplement, on cherche à trouver l'articulation entre le roi et puis la Révolution, la société nouvelle qui s'est installée et qui a détruit l'ancienne société de corps et d'ordre et qui était inadaptée et totalement dépassée par l'évolution sociopolitique. Alors, c'est la première fois, à partir de cet échec de l'évasion de Louis XVI, que l'on commence à parler de République. Jusqu'alors, cette idée était cantonnée dans les milieux d'extrême gauche, certains clubs, certaines sociétés populaires, le club des Cordeliers, Marat, oui. Voilà, Danton, mais on n'admettait pas encore l'idée que la France, qui est un immense État à cette époque, puisse se transformer en République. C'est l'idée de Robespierre. Robespierre, à ce moment-là, n'est pas républicain. Alors que Madame Roland commence, donc du centre-gauche, commence à évoluer vers cette idée et admettre. Et il est évident que la monarchie se déconsidère considérablement par cet échec, l'échec de Varennes. Alors on est en monarchie jusqu'à cette évasion de Louis XVI. On est en monarchie, mais dans une monarchie même pas constitutionnelle. La France attend une constitution, l'Assemblée constituante est sur le point d'en préparer une, mais Louis XVI est un roi dépourvu de moyens et étroitement surveillé. Il est, depuis octobre 89, il n'est plus à Versailles, il est à Paris, au château des Tuileries, littéralement
prisonnier sous la garde de la garde nationale, justement, de Lafayette. Absolument. Alors les journées d'octobre, là aussi, d'octobre 89, 5 et 6 octobre, marquent un grand tournant dans la Révolution. C'est que le peuple de Paris, entre guillemets, c'est-à-dire en fait les femmes, un certain nombre de femmes, de groupes d'hommes habillés en femmes qui sont venus armés pour forcer le roi à revenir à Paris, ont réussi. Et Louis XVI revient sous la contrainte aux Tuileries, où il est installé, gardé par 600 gardes nationaux. Il est quasiment prisonnier de la Révolution. On l'empêche d'aller à Saint-Cloud, par exemple, pour ça va faire ses être Pâques. Un élément déclenchant. Le 18 avril, il veut se rendre à Saint-Cloud pour faire ses Pâques non constitutionnelles, puisque l'Assemblée a créé une nouvelle religion, une religion autonome par la constitution civile du clergé. Le roi avait donné sa sanction à cette décision, mais le pape a condamné. Et en conscience, Louis XVI se sent attaché à la religion catholique romaine et il ne peut même pas pratiquer sa propre religion. Il le dira lui-même, j'ai donné la liberté, alors peut-être qu'exagère-t-il, parce qu'on lui a quand même un peu arraché au peuple, mais on m'interdit de pratiquer ma religion. En tout cas, ce refus qu'on lui inflige d'aller à Saint-Cloud, c'est ce qui va le convaincre de quitter Paris en cachette, dans le plus grand secret, avec un faux passeport sous le nom de Monsieur Durand. Il est censé être l'intendant d'une baronne russe qui retourne dans son pays, Madame de Tourzel, tandis que la reine Marie-Antoinette est censée être la gouvernante de Madame de Tourzel. C'était dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, à 11h du soir. Louis XVI partait avec toute sa famille pour se rendre à Montmédy, auprès de l'armée du marquis de Bouillé. Les enfants sont-ils là, Fersen? Oui, sire, ainsi que Madame Elisabeth depuis plus d'1 heure. Tout s'est bien passé aux Tuileries. Personne n'a rien remarqué de notre absence. Allons-y. Partons maintenant. Où allons-nous après mon midi? Nous avons convenu de passer par la Lorraine. Mais nous n'allons pas rester dans ce trou à mon midi, n'est-ce pas? Madame, un roi qui fuit et franchit la frontière de son pays est un roi qui trahit. Voulez-vous dire que nous ne quittons pas la France? Faites-moi confiance, ma reine. Là où nous allons, une armée nous attend. C'était Simone Bartel, une chanson de la Révolution française évoquant la poursuite justement de la famille ci-devant royale. C'était le titre de cette chanson. C'était après cette fameuse évasion d'un roi qui ne partait pas à l'étranger. Il n'a pas voulu aller au-delà de la frontière. Montmédy, où il se rend, c'est en France. En Lorraine, oui, tout à fait. Alors, il va rejoindre le marquis de Bouillé, lequel marquis de Bouillé n'est pas un contre-révolutionnaire bien affirmé, malgré ce que dira le couplet de la Marseillaise, qui va stigmatiser Bouillé et ses hordes militaires. Il commande donc l'Est, la région de l'Est. Il est plutôt pour une monarchie constitutionnelle, ce qui fait que le roi s'entend assez bien avec lui, mais il a une réputation de fermeté. C'est lui qui a réprimé une révolte des Suisses à Nancy. Fait pendre 40 soldats, quand même. Avec l'accord de l'Assemblée constituante et la bénédiction du roi. Mais il a surtout des troupes qui sont un peu plus sûres que les troupes ordinaires, l'armée de ligne. Il a le royal allemand et des troupes suisses qui sont dans la fidélité. Pourquoi part-il, en dehors du fait qu'il veut fuir une ville dans laquelle il y a un palais dans lequel il se sent prisonnier? Qu'est-ce qu'il va faire auprès du marquis de Bouillé? Quelles sont ses intentions à Louis XVI? Alors, ses intentions, autant qu'on puisse les déterminer, mais on a quand même un certain nombre d'éléments pour le faire. Son idée, c'est d'être en position de force, donc autour de ces 6000 hommes qui sont réunis, qui ne peuvent pas marcher sur Paris, ils sont tout à fait en nombre insuffisant pour ce faire, mais pour négocier en position de force avec l'Assemblée un réaménagement de la Constitution. Parce que cette Constitution, en fait, elle est adoptée bribe par bribe. Et Louis XVI a juré de respecter la Constitution telle qu'elle était arrivée au 14 juillet 90, et il se considère comme lié par son serment, et c'est la raison pour laquelle il ne va pas à l'étranger. Il va chercher sans doute l'appui des puissances étrangères, en particulier de l'empereur Léopold, le frère de Marie-Antoinette, tout à fait. Mais et on n'est pas encore en guerre avec l'Autriche. Simplement, c'est un concert européen de souverains qui manifesterait sa désapprobation
à l'égard du comportement de l'Assemblée. L'idée est donc de forcer l'Assemblée à envoyer des émissaires et puis à lui proposer, il le dira lui-même, une constitution qu'il acceptera, c'est-à-dire qui rééquilibrera davantage les pouvoirs donnés à l'exécutif. Cette évasion, elle est soigneusement préparée, elle était depuis assez longtemps. Alors il y a un personnage très important, on l'a entendu dans un extrait du film passé tout à l'heure, c'est le comte de Fersen, qui était le soupirant, voire l'amant de Marie-Antoinette. C'est lui qui a tout manigancé, c'est lui qui a par exemple acheté la berline avec laquelle le roi et sa famille ont quitté les Tuileries. Oui, il a joué un rôle très, très important. Ça commence en décembre 1790. Dès le mois d'octobre, il y a déjà Monseigneur Dagout, évêque de Pamiers, qui commence à prendre les premiers contacts avec le marquis de Bouillé. Et puis, comme Monseigneur Dagout doit quitter Paris, eh bien, il passe le relais à Fersen, lequel ne se débrouille pas trop mal dans l'organisation, en effet, de cette évasion. Simplement, le roi, lui, diffère. Il y a plusieurs projets. Mirabeau a son projet. Il faudrait aller à Compiègne, sortir ouvertement des Tuileries. D'autres disent qu'il faut aller à Rouen. On parle même de partir en montgolfière ou par les égouts de Paris. Oui, c'est un des projets. Et le roi temporise parce qu'il pense toujours qu'il parviendra à s'entendre avec la Révolution. Alors jusqu'à ce 21 juin, ou plus exactement jusqu'à cette nuit du 20 au 21 juin, à 11h donc le roi quitte Paris avec sa famille. Il sait qu'il dispose d'une avance de 8 heures avant qu'on découvre à 7h du matin qu'il s'est enfui avec toute sa famille. Une évasion qui provoque d'ailleurs la stupeur de tout Paris, à l'Assemblée constituante où se trouve Robespierre et le cousin du roi, Louis d'Orléans, Marat au club des Cordeliers, et puis surtout bien sûr le marquis de Lafayette qui était chargé de surveiller la famille royale. Il ne devait pas partir sans que je ne le sache. C'est incompréhensible. Vous avez fait preuve de légèreté, monsieur le marquis. Lafayette m'a confié la lettre que le roi a laissée dans sa chambre avant de partir. Bien, Robespierre. Et que nous raconte donc mon gros cousin? Lorsque le roi a pu espérer de voir renaître l'ordre et le bonheur, par les moyens employés par l'ordre assemblé, aucun sacrifice ne lui a coûté. Il n'aurait même pas argué du défaut de liberté dont il est privé depuis le mois d'octobre 1789. Mais aujourd'hui que le résultat de toutes ces opérations est de voir la royauté détruite, les propriétés volées, la sûreté des personnes compromises, une anarchie complète dans toutes les parties de l'Empire. Mais c'est une trahison! Marat, sa fuite est à la fois un aveu d'impuissance et une trahison. Nous devons donc le reprendre et le punir, mais on ne peut se passer du roi. Nous n'avons nullement besoin d'un roi si nous instaurons la République. Alors on le voit bien, Jean-Christian Petit-Fils, à Paris, on est très partagé sur ce qu'il faut penser de la fuite du roi. Il y a Marat qui parle bien sûr de République. Lafayette, lui, qui est conspué parce qu'on l'accuse d'avoir laissé filer le gros Louis, comme on commence à l'appeler. Mais alors Lafayette qui aussitôt donne l'ordre d'aller chercher le roi, mais qui fait croire que le roi ne s'est pas enfui, qu'il a été enlevé, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, alors c'est la première thèse qui apparaît, c'est on a besoin du roi, parce que on peut pas se passer d'une monarchie. C'est l'idée de la droite et du centre-droit. Donc l'idée, c'est qu'il a été enlevé par qui? Par les contre-révolutionnaires, par Fersen, etc. Et effectivement, cette idée ne tient pas. Alors, elle tient d'autant moins qu'il y a cette fameuse déclaration dont on vient d'entendre un morceau, exactement, que le roi a écrite la veille, le 20, et qu'il laisse derrière lui aux Tuileries. C'est son manifeste. Et là, il dit « je m'en vais ». C'est son manifeste politique, et quand on le regarde à la loupe, on s'aperçoit des idées politiques du roi, qui veut s'entendre avec la Révolution, mais qui veut rééquilibrer la Constitution, parce qu'elle donne la totalité du pouvoir à l'Assemblée législative, et ça ne lui convient pas. On lui a même enlevé le droit de grâce qu'on donne à tout chef d'État aujourd'hui. Donc, son idée, c'est bien cela. Et à Paris, en effet, c'est la confusion, c'est une vague d'anti-royalisme qui commence à déferler. Le dépôt des carmes est pillé. Les sociétés populaires sont dans l'agitation. C'est ce qu'on a essayé de représenter dans ce téléfilm, avec, en effet, l'extrême gauche qui est en grande inquiétude et en grande agitation. En tout cas, on lance vers
l'est. On commence à savoir, à se douter que c'est bien vers l'est qu'il est parti. On lance sa poursuite. Des officiers de la garde nationale. Et l'idée ne tenant pas de l'enlèvement, on va, sur la suggestion d'un des députés, faire croire qu'il a été mal conseillé. Donc ce sont les mauvais conseillers du roi qu'il faut imputer. Mais on veut préserver ce monarque de toute atteinte, puisqu'on a besoin de lui. Alors pendant ce temps-là, donc, le roi est sur la route en direction de Montmédy. Il a quitté Paris, je l'ai dit, à 11h du soir dans la nuit du 20 au 21. À 7h du matin, il est à Meaux, au moment précisément où l'on découvre qu'il s'est évadé. Et il n'arrive qu'à 18h au pont de Sommevel. C'est là que tout s'est joué. Louis XVI devait y retrouver les hussards du duc de Choiseul, qui devaient l'escorter vers Montmédy et qui l'attendaient depuis le matin, mais le roi était en retard. Eh bien, toujours rien en vue, monseigneur. Les paysans du pont de Sommevel ne cessent de poser des questions sur notre présence si près du village, monsieur. Voulez-vous bien cesser de vous agiter comme une girouette? Mais c'est que la famille royale a plus de 4 heures de retard sur l'horaire prévu. Les ordres sont d'attendre la berline. Et si la berline ne vient pas? Ça ne serait pas la première fois que le voyage est reporté. Et si le roi et la reine s'étaient fait arrêter? Pas de ça. Ce serait la fin. Notre perte à tous. Pour nous aussi, si nous restons ici, ces paysans n'ont pas l'air bien amicales. Très bien. Nous partons. Il pleut, bergère. Entre tes blancs. Que se passe-t-il? Où est Choiseul? Il n'y avait personne, sire. Ni Choiseul, ni ses hussards. Sire, vos ordres ont été mal pris. Partez, sire. Vous êtes perdu si vous ne vous hâtez. Il nous reste une chance si nous rejoignons Varennes et les hussards du fils du marquis de Bouillé. Alors on le voit bien dans ce téléfilm dont on vient encore d'entendre un extrait. C'est peut-être à ce moment-là d'ailleurs que tout s'est joué. Jean-Christian, petit-fils, Louis XVI arrive et sa berline arrive à 18h à l'endroit où il devait rencontrer Choiseul. L'escorte qui devait l'amener ensuite à Montmédy, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il était protégé. Or, Choiseul a quitté ce lieu de rendez-vous 1 heure plus tôt. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette aventure, c'est qu'elle s'est jouée à très très peu de choses. Il y a eu toute une série de circonstances qui ont fait que cette évasion a raté. De malchance. En effet, on a un petit peu avant à Somme-Soude, on a cassé une des roues, donc il faut 1 heure pour réparer la roue de cette grande berline qui avait été commandée par Fersen, vous l'aviez rappelé. Et le roi arrive à Pont de Sommevel, donc après Châlons, à 6h15. Alors que le marquis Bouillé, qui a attendu quand même jusqu'à 5 heures, bien, est parti. Il est parti parce que la présence des hussards de Lauzun inquiète la population. Les paysans ont des redevances qu'ils n'ont pas payées à une des propriétaires de la région et donc commencent à s'assembler avec des faux, des fourches et menacent les hussards. Donc, oui, il y a aussi de la part de Louis XVI et de sa famille, bon peut-être sont-ils soulagés d'avoir quitté Paris, mais on a presque l'impression qu'il s'agit d'une partie de campagne. Ils s'arrêtent régulièrement, ils pique-niquent, ils chantent, on l'a entendu. C'est assez étrange cette espèce de désinvolture avec laquelle Louis XVI prend la chose. Il se cache pas, il est même reconnu très tôt, très vite dans son périple. Il ne cache pas qu'il est le roi. Oui, alors il est reconnu. Bon, d'abord, il à Vielmaison, à Fromentieres, qui sont des relais. Il bavarde avec les paysans, de la moisson. À Chintrix, c'est là où il est reconnu par le gendre du maître de poste, Gabriel Vallet. Et finalement, la famille royale est reçue. Tout le monde les traite bien. On se fait des cadeaux. Et le temps passe. Alors que derrière, on le poursuit. Les soldats qui sont chargés d'aller le chercher. Il ne se rend pas compte, ni Marie-Antoinette sans doute, qu'ils sont poursuivis. Ils considèrent qu'ils ont suffisamment d'avance, alors qu'en réalité, ils prennent du retard et ça va être évidemment la catastrophe pour eux. Ils sont tellement heureux d'avoir quitté les Tuileries, cette atmosphère éprouvante, que c'est une espèce de libération. Alors, à un moment donné, on monte une côte à pied, on cueille des fleurs, les enfants sont heureux, c'est le printemps.
on n'a pas du tout le sentiment du danger menaçant. Et là, c'était. Alors, il a manqué probablement un homme qui a dirigé. Sans doute, si Fersen était resté, aurait-il davantage secoué oui, parce que Fersen le a roi. abandonné. Le roi, enfin, a été chassé le par roi, le roi. Voilà, le roi a demandé à ce qu'il quitte à Meaux et qu'il aille à Luxembourg et à Montmédy, jusqu'à Montmédy, avec les sceaux du royaume. Mais il n'a pas voulu le garder avec lui, sans doute à cause d'une certaine jalousie avec la reine, bien sûr. Alors après le rendez-vous manqué avec Choiseul à Pont-de-Sommevel, eh bien le roi, alors cette fois-ci, est un peu inquiet. Il continue sa route en direction de Sainte-Menou, hein, notamment, et de Montmédy. L'objectif final étant Montmédy, et c'est là qu'il est reconnu à Sainte-Menou par le maître de poste Jean-Baptiste Drouet, qui d'abord le laisse passer, hein, laisse le roi et la berline du roi continuer de passer vers Varennes et Montmédy, parce qu'il ne sait pas que c'est le roi officiellement. Il commet une erreur en demandant pas les passeports. Et alors, ce n'est que quelques minutes plus tard, lorsqu'arrivent les poursuivants, ceux qui poursuivent le roi à partir de Paris, que finalement Drouet reconnaît le roi, non pas sur une pièce de monnaie, mais sur un assignat de 50 livres sur lequel se trouvait l'effigie de Louis XVI. Je suis Drouet, le maître de poste ici. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu une berline verte avec des roues jaunes? Il y en a une qui est passée il y a quoi? Il y a 1 heure, oui? C'est le roi, la reine, Madame Elisabeth, le dauphin et Madame Royale. C'est une baronne russe. T'as vérifié les passeports? Dis-moi si tu le reconnais. Amène-moi mon cheval. Je vais passer par le pas de vache et les rejoindre à Varennes. T'applies ton intérêt ou je donne pas cher de ta tête, Drouet? Le roi est ici en fuite. Une berline arrive avec la famille royale qui est en route pour être congélée. Allez, venez m'aider. C'est le roi. C'est le roi. Capitaine Bayon, commandant le 7e bataillon de la garde nationale. Je suis porteur d'un ordre du général Lafayette. Un décret de l'Assemblée qui ordonne votre retour à Paris. À Paris, on est au bord de l'insurrection. Si vous ne revenez pas, des flots de sang couleront et vous en serez responsable. M'accuser de vouloir faire verser le sang de mes sujets. Il n'y a plus de sujets, mais des citoyens. S'il n'y a plus de sujets, il n'y a plus de roi en France. Et c'était donc l'arrestation, on peut le dire, de Louis XVI à Varennes. Il a été reconnu par Drouet à Sainte-Menou, et Drouet l'a poursuivi littéralement. Et c'est à Varennes que tout se termine. Ça a duré 23 heures à peine, cette aventure. Ça a duré 23 heures pour faire 235 kilomètres. Il a fallu 24 relais. Et puis ça se finit sous le portail de l'église Saint-Jean-Gou, puisque la route empruntait il fallait passer sous l'église, sous le porche de l'église, et c'est là que Drouet, qui a galopé par un autre chemin, a joué à Varennes avant l'arrivée de la berline et a préparé les patriotes, les gardes nationaux qui étaient là, qui étaient encore attablés à une auberge pour faire un barrage, et on a bloqué la route et on a exigé à ce moment-là les passeports. Le roi a nié, bien sûr, être le roi. Il disait: je suis Monsieur Durand, je me rends en Russie avec Madame de Korff. Il continue à jouer son jeu, mais en fait, il est rattrapé par le temps, puisque en fait, on ne veut plus le laisser partir. On le loge chez l'épicier Sauce, qui est le procureur syndic, c'est-à-dire l'adjoint au maire, et c'est à ce moment-là que vont arriver dans la nuit les envoyés de Lafayette, avec l'ordre de le ramener, et sa famille aussi, bien sûr, à Paris. Alors le retour est terrible, parce que pour la première fois, eh bien, on crie des insultes au roi. C'est la première fois. Hein. Marie-Antoinette avait déjà été attaquée, critiquée par des pamphlets, mais là, pour la première fois, il constate que le roi, au fond, a perdu son crédit. Ah oui, on crache à la figure du roi. Parce qu'on le prend pour un traître, en fait. Oui, c'est ça. On imagine qu'il voulait quitter la France, ce qui n'est pas vrai. Il y a un gentilhomme qui est tué à coups de fusil et de coups de pioche. Il y a un prêtre qui est attaché à un cheval, qui est le curé de Vaucelles, par des Rémois qui sont particulièrement excités, des gardes nationaux, et tous ces gens entourent la berline. Il fait très chaud, très lourd. Ça dure 4 jours, ce retour, du 22 au 25. C'est vraiment la déchéance de la monarchie, la souffrance de la famille royale et du roi. Dans la forêt de Bondy, il manque de peu d'être assailli par une bande de forcenés, comme diront les relations du temps. Véritablement, et puis c'est arrivé
arriver par la barrière Monceau, et l'ordre de Lafayette, celui qui applaudira le roi sera bâtonné, celui qui l'insultera sera pendu. Oui. Dans un silence de mort. Silence de mort. Hein. C'était très, très, très éprouvant. Bon, c'est fini là. La République, on y pense, on la proclame. Et il y a d'ailleurs une pétition qui est lancée justement à ce moment-là et que certains patriotes républicains vont déposer au Champ de Mars. Et là, c'est le 17 juillet, et là, Lafayette fait tirer sur la foule. Hein, il y a l'état de siège qui est proclamé, le drapeau rouge, d'ailleurs qui servira plus tard d'emblème à l'extrême gauche à cause de ça, et on tire, et à nouveau le sang coule pour la première fois depuis le 14 juillet 89, et c'est vraiment le tournant de la Révolution, même si on n'est pas en République, on n'y sera qu'un an plus tard. Voilà, c'est une cassure aussi au sein du mouvement révolutionnaire, puisque le parti jacobin éclate. D'un côté, le parti majoritaire constitué par les Feuillants, qui est le centre droit avec Lafayette, Bailly et consorts, et puis de l'autre, l'extrême gauche, qui est pourchassée, poursuivie, mais qui va très vite se refaire une santé. Qu'est-ce qui se serait passé? Parce que c'est de l'histoire fiction, les historiens n'aiment pas ça. Mais quand on voit à quel point ça s'est joué à peu de choses, imaginons que Louis XVI ait réussi à fuir, littéralement. Très difficile à conclure là-dessus, parce que est-ce que le roi aurait réussi dans l'atmosphère de l'époque, à rééquilibrer la Constitution, à apaiser les esprits? Ce n'est pas évident. Est-ce que le roi n'aurait pas été entraîné par Marie-Antoinette et puis par ses conseillers extrémistes qui veulent lui faire franchir la frontière? C'est pas impossible non plus. On ne sait pas. C'est le mystère. Merci Jean-Christian Petit-Fils. Pour en savoir plus, je rappelle que ce soir, à 20h35 sur France 2, on pourra voir le téléfilm 21 juin 1791, L'évasion de Louis XVI, d'Arnaud Sélignac, qui est produit par Frédéric Foujas, dans la série Ce jour-là, tout a changé, un film dont vous avez été le conseiller historique. De même que vous êtes l'auteur, Jean-Christian Petit-Fils, d'une excellente biographie de Louis XVI, publiée aux éditions Perrin en 2005. À lire également Louis XVI de Bernard Vincent, qui vient de paraître dans la collection Folio Biographie, et le livre de Mona Ozouf, Varennes, la mort de la royauté, dans la série Les journées qui ont fait la France, deux livres publiés chez Gallimard. Et puis la Révolution française de Max Gallo chez XO Éditions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique. Aveline Carmol et Patrick Henry. Documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.